Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à cette réunion. C'était important pour nous. C'était aussi important de pouvoir le faire de manière virtuelle parce qu'on essaie de plus en plus, on aura l'occasion d'y revenir, de faire des événements qui sont loin de Paris. Il y en a eu récemment à Bordeaux, il va y en avoir à Clermont-Ferrand, mais malheureusement, beaucoup de nos événements ont encore été un peu trop parisiens. Et donc là, c'était l'occasion pour rencontrer un peu tous nos adhérents, bénévoles, futurs adhérents, futurs bénévoles de l'association. L'idée de cette réunion, bah, c'est d'abord de vous présenter tout ce qu'on a pu faire au cours des derniers mois, de vous présenter aussi les membres de l'équipe ou les bénévoles que vous ne connaissez pas encore, mais à travers toutes les actions qu'on a pu mener, celles qu'on va mener, vous verrez un peu toutes les énergies qui ont pu être mises au service de l'association. C'est aussi l'idée de faire un état des lieux, parce que le combat qu'on mène pour l'indépendance des médias, à la fois en venant en soutien direct en fait à différents médias indépendants, mais aussi en menant de Oui, plus en plus d'accord. une mission de plaidoyer pour défendre un certain nombre de principes qui nous paraissent essentiels. Ce combat-là, il est plus d'actualité que jamais aujourd'hui. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette réunion-là d'abord. On l'a organisé de deux Vidéo, manières. là. D'abord, il On y a va un temps quoi? justement Voilà. de présentation. Il y a un temps de présentation des différents bénévoles, de ce qu'on a pu faire au cours des derniers mois. Puis surtout, il y a un temps d'échange parce qu'on voulait aussi vous parler. Parce qu'on sait que vous avez plein de questions et on en a reçu par mail. On essaie à chaque fois au maximum d'y répondre. Certains d'entre vous font partie également du Discord, mais on n'a pas souvent, on n'a pas encore assez souvent l'occasion de se parler. Donc l'idée, voilà, aujourd'hui, c'est aussi de jouer carte sur table, de répondre à toutes vos questions Pour le et suivre, par aussi contre. d'accueillir absolument toutes vos idées. Et ça nous paraissait essentiel aussi parce qu'en fait, des actions, on emmène avec les idées qu'on a, avec les énergies qu'on a, mais parfois il peut y avoir des médias qui peuvent passer sous le radar alors qu'on pourrait leur donner un petit coup de main. Parfois, il peut y avoir des choses qu'on aurait envie de pousser davantage dans le plaidoyer, bah, peut-être qu'on a oublié de le faire. Et en fait, ça aura sa pertinence en vous écoutant et en prenant conseil, en prenant vos avis et en voyant aussi ce que vous avez envie de faire de l'association. Et je vais juste finir par ça. Cette association, quand on l'a créée, et c'est toujours le cas aujourd'hui, l'idée, c'est de créer une association de citoyens, une association démocratique qui est démocratique dans son fonctionnement. C'est vraiment une personne, une voix. Ça ne dépend pas du tout du montant de votre adhésion, du montant des dons que vous pouvez avoir fait. Chacun a exactement les mêmes voix, chacun a le même pouvoir démocratique. Et donc, l'idée de cette association démocratique, c'est justement qu'on se repose sur le plus grand nombre des adhérents pour avoir des idées, pour mener nos actions et pour le faire le mieux possible. Donc, voilà, là, c'est une des premières grandes réunions publiques qu'on fait sur Zoom, même si on avait fait la dernière fois notre assemblée générale à la fois en présentiel et en streaming, c'est quand même plus dur d'avoir une interaction. C'est certainement pas la dernière. On est content du succès de celle-ci. On ne demande qu'à renouveler l'expérience. Et en tout cas, je me réjouis de ce temps d'échange qu'on va avoir aujourd'hui. On passe la parole à Romary, qui représente les adhérents au bureau d'un des médias, qui siège au conseil d'administration aussi, qui a été élu à la dernière assemblée générale et qui va parler un peu de l'organisation de l'association, comment ça marche. Oui, bonjour à tous. Hassane a déjà dit ce que je voulais dire pour me présenter, donc c'est parfait. Donc oui, on a régulièrement la question de la gouvernance de un bout des médias. Donc on a pensé que c'était important de vous en parler. Donc si tu peux passer sur le slide suivant, Hassane, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc là, les statuts prévoient la composition suivante du conseil d'administration. 5 membres de la Société des lecteurs du monde, la SDL, qui est, sauf erreur, Julia, le fondateur de l'association. 3 membres qui viennent de la Société d'indépendance du groupe Le Monde, dont d'ailleurs fait partie la SDL, donc ces 3 membres sont hors SDL. La présidente du conseil d'éthique du Monde, du groupe Le Monde, qui est membre du CA. Et on arrive dans la partie des gens qui sont élus par l'Assemblée générale, donc 5 représentants des membres actifs
de l'Assemblée générale, donc, dont je fais partie. Alors, il y a une petite silhouette vide que vous voyez sur le slide. C'est parce qu'on a eu une personne qui a dû démissionner pour des raisons professionnelles. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 représentants des adhérents au CA et il y aura un ou une nouvelle représentante après la prochaine Assemblée générale. Et enfin, 5 représentants des personnalités qualifiées. Donc, les personnalités qualifiées, c'est des personnalités qui ont une compétence dans le monde des médias, j'illustrerai dans un des slides suivants, et qui ont aussi été élus par l'Assemblée générale. Là aussi, il y a un poste vacant, alors non pas suite à une démission, mais parce qu'à la dernière Assemblée générale en septembre, il n'y avait que 4 candidats, il n'y avait pas de 5 candidats. Donc, nous avons prévu pour la prochaine Assemblée générale de présenter un candidat supplémentaire sur ce collège. Voilà. Alors, comme beaucoup, peut-être même toutes les associations, il y a un bureau dont la présidente est Julia qui vous a parlé pour introduire la réunion. Une vice-présidente qui est Raphaël Baquet, qui est la présidence de la Société des rédacteurs du Monde. Jean-Christophe Leroy, secrétaire général, qui est quelqu'un qui est très impliqué dans le monde associatif. Laure Pechina, qui est la secrétaire générale de la Société des lecteurs du Monde, et moi-même qui suis le représentant des adhérents et qui est votre voix au sein du bureau. Le slide suivant. Voilà. Alors, il y a que je dise pas de bêtises, 12 personnes, 12 autres personnes qui constituent le conseil d'administration. Benoît Huette, qui est une personnalité qui est le co-auteur du dernier livre qu'a écrit Julia sur la presse. Cécile, qui vient de la SDL. Delphine, une personnalité. Deuxième Delphine, qui vient du pôle d'indépendance. Didier, de la SDL. Dominique de la Garandrie, qui est la présidente du conseil d'éthique. Florence Chavassa, qui est une élue des adhérents. Franck Hanez, une personnalité. Jérémy Siepielski, qui est un adhérent aussi, représentant des adhérents. Micheline Ollermans, qui vient de la STL. Saskia Lapré, une représentante des adhérents. Et enfin, Xavier Comtesse, qui est une personnalité. Voilà. Au slide suivant, je crois que c'est à Julie. Je crois que c'est à Daphné de prendre la parole du coup. Voilà. Daphné, je te laisse te présenter, je ne vais pas te spoiler. Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Daphné, je suis étudiante en politique culturelle et je suis adhérente de l'association depuis plus d'1 an et je fais partie du groupe de bénévoles qui a été à l'initiative l'été dernier de créer ce qu'on a appelé un pôle plaidoyer au sein de l'association. Et donc, j'ai la chance d'assumer aujourd'hui le rôle de coordinatrice de ce beau pôle plaidoyer qui a apporté un gros projet cette année qui a été la campagne Média 2022, dont je vais vous dire quelques mots. Et donc, peut-être avant de la présenter, je vais rappeler rapidement de quoi il s'agit quand on parle du pôle plaidoyer. En résumé, c'est le pôle de l'association qu'on a créé il y a plusieurs mois, 8 ou 9 mois déjà, et qui se donne pour but de promouvoir une réforme pour changer la loi au sujet de l'indépendance des médias. Et en fait, on a voulu créer cette action de plaidoyer parce qu'on est parti finalement d'un constat assez simple et partagé, mais pas moins complexe, mais qui est quand on regarde en fait le paysage médiatique aujourd'hui, on fait face à une situation où il y a régulièrement des mises en danger de l'indépendance, soit de journalistes individuellement, soit de rédaction tout entière. Et donc, on a évidemment plusieurs exemples qui nous viennent en tête quand on dit ça. On a iTélé devenu CNews, Europe 1, Science et Vie, etc. Et en fait, à chaque fois, donc, au sein de collectifs ou d'associations comme la nôtre, on peut se mobiliser individuellement pour ces situations-là. Mais on s'est dit avec l'association que rien n'empêchera vraiment ces situations de se reproduire tant que la loi ne protégera pas véritablement l'indépendance des médias. Et donc, on s'est donné un défi très simple à relever qui est de faire changer la loi, tout simplement. Et donc, c'est un objectif ambitieux, évidemment, mais on se rend compte que c'est plus que jamais essentiel.
Et pour ça, Romary vient de vous les présenter. À Un bout des médias, on a la chance d'avoir beaucoup d'experts qui portent des idées et des propositions au sein de l'association. Et donc, on a compilé tout ça pour élaborer et co-construire une série de propositions pour l'indépendance des médias que vous pouvez voir sur la slide juste après, et donc qui sont des mesures vraiment qu'on considère comme structurantes pour gouverner, pour établir une gouvernance positive pour l'indépendance des médias demain. Donc, ces propositions, pour vous les présenter rapidement, d'abord garantir la transparence sur la gouvernance et l'actionnariat des médias pour faire en sorte que chaque citoyen et chaque citoyenne sache qui possède les médias et qu'il ait accès à cette information de façon claire et facilement accessible. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait des investissements minimaux dans la qualité de l'information et dans la production d'une information de qualité pour qu'un média ne puisse pas vider, par exemple, une rédaction de ses journalistes. Ensuite, faire en sorte que les médias soient gouvernés de façon démocratique, où les journalistes participent aux décisions stratégiques des entreprises de médias. Et oui, petite faute, effectivement, Pierre, on notera, on modifiera. Et puis, un quatrième item qui est hautement d'actualité en ce moment, qui est de lutter contre la concentration des médias en établissant des critères ambitieux pour lutter contre ce phénomène de concentration. Donc ça a été la base de notre action de plaidoyer au sein de la campagne Média 2022. Et donc, cette campagne, comme son nom l'indique, on a choisi de profiter de cette année 2022 qui est donc, à mon avis, ne vous aurait pas échappé, une année électorale. On a eu l'élection présidentielle et puis les élections législatives. Et donc, le but, c'était de saisir cette occasion-là pour faire en sorte que les médias soient un thème de campagne et surtout susciter l'engagement des candidats à la fois à la présidentielle et aux législatives sur ces propositions et qui s'engagent à les mettre dans la loi s'ils étaient amenés à être élus. Et donc pour ça, cette année, on s'est doté de plusieurs outils que vous pouvez voir ici sur la slide. Donc d'abord, on a rédigé un appel citoyen qui a récolté plus de 1000 signataires. Si vous ne l'avez pas encore signé, il est encore temps de le signer sur notre site internet. Donc, dont le but était vraiment de solliciter en fait les candidates et candidats pour montrer que les citoyens se préoccupaient de cette question-là. Et donc ça a abouti à l'engagement de 3 candidats à l'élection présidentielle, mais aussi de plusieurs candidats à l'élection législative dont on est en train de récolter les soutiens. On a également publié donc, des contenus dans les médias, dont une tribune dans l'Obs au sujet justement du plaidoyer. On a organisé toute une série d'événements pour faire exister le pôle plaidoyer cette année, avec des associations partenaires comme Reporters sans frontières, Démocratie ouverte, le collectif Stop Bolloré qui se mobilise contre la concentration des médias. Donc, on a pu faire ce travail de terrain-là. Et enfin, on a élaboré des contenus inédits sur le sujet de l'indépendance des médias et notamment une analyse détaillée des programmes des candidats à l'élection présidentielle, un peu à l'image de ce qu'avait fait Oxfam ou d'autres associations de ce type pour analyser ces programmes à l'aune de nos propositions. Et donc, on est en train de travailler sur une analyse des programmes à l'élection législative. Et vous allez voir sur la slide juste après qui sont les candidats qui sont engagés, puisque donc, on vous a mis un extrait du visuel de notre analyse des programmes. Alors, pour la question sur les relations, excuse-moi Daphné, je te coupe, sur les relations avec le FPL en l'occurrence, puisque la question, mais avec d'autres associations, je pense que tu as prévu d'en parler 2 minutes, donc voilà. Il y a une question sur la relation entre le FPL et Un bout des médias. Ah, j'avais pas vu, peut-être, j'avais pas prévu d'en parler à ce moment-là. C'est dans le chat, On peut revenir, je pense, à la question-là à la fin de la présentation. Là, je fais rapide et puis ensuite, on pourra développer, ouais, avec plaisir. Donc voilà, ça c'était simplement un extrait du visuel de cette analyse des programmes et juste pour annoncer qu'on va faire quelque chose de similaire pour les élections législatives pour analyser aussi les contenus des programmes. Voilà. Donc ça, c'était pour le temps de la campagne Média 2022. Donc, on poursuit dans le cadre des élections législatives. Et on peut se poser la question aussi, ensuite, après Média 2022, qu'est-ce qui se passera en 2023, par exemple? Et on va garder cette même base et cette même volonté de changer la loi, qui est vraiment notre objectif de long terme au sein du pôle plaidoyer. Donc, en élaborant des actions véritablement de plaidoyer une fois les futurs élus véritablement élus, en rédigeant une proposition de loi et en s'engageant dans ces actions-là pour faire advenir le combat pour l'indépendance des médias dans la loi. Voilà, je ne ferai pas plus long. C'est à toi, Julia, pour la partie sur l'assistance que porte Un bout des médias aux médias qui en font la demande.
Oui, bah alors on a mené un certain nombre d'actions au cours des derniers mois. Maintenant, j'ai presque envie de dire des dernières années, car nous vieillissons tous, comme cette association, à un certain nombre de médias. Je vais en souligner quelques-unes, et puis surtout, je vais vous parler du futur, parce que c'est ça qui me paraît vraiment essentiel. Bon, une des pierres un peu fondatrices, on va dire, du combat et de l'organisation de l'action d'un bout des médias a été autour du combat qu'ont mené les journalistes de Sciences et Vie. Hein. Je ne vais pas vous refaire entièrement l'histoire, mais suite à l'acquisition de Sciences et Vie par Reworld Media, vous avez une pratique qui a consisté dans un premier temps à séparer la rédaction numérique de la rédaction papier. Ensuite, ils ont laissé partir en fait tout journaliste de la rédaction numérique. Ils ont remplacé par des producteurs de contenu. Il y a eu des articles qui étaient faux, y compris scientifiquement produits sur le numérique, ce à quoi les journalistes de papier ont un peu protesté. Ça a créé un conflit entre les journalistes et l'actionnaire. Il y a eu un bras de fer avec un actionnaire qui ne visait finalement que la rentabilité maximale au détriment, un, de l'indépendance des journalistes et deux, de toute notion même de qualité de l'information. Bref, on a pas mal aidé Sciences et Vie à ce moment-là. Il y avait tout un collectif qui s'est mis en place qui s'appelait Sauvons Sciences et Vie, qui a porté et d'ailleurs qui a alimenté aussi notre réflexion sur la question du plaidoyer, hein, parce qu'une des choses à laquelle ce combat mené conjointement avec Sciences et Vie a permis d'aboutir, ça a été aussi à la mission Franceschini sur la refonte des aides à la presse. Et puis, vous avez toute l'équipe de Sciences et Vie, enfin, sa plus grande partie, qui a fini par quitter ce média pour créer un nouveau média scientifique indépendant qui est Epsilon. Et là, on a aussi accompagné du mieux qu'on a pu la rédaction d'Epsilon, notamment dans la rédaction de ses statuts et de sa gouvernance, pour faire en sorte que l'expérience malheureuse qu'il y a pu avoir avec les relations entre Sciences et Vie et Reworld Media ne se reproduise pas entre Epsilon et son nouvel actionnaire. Voilà, donc c'est assez intéressant le cas de Sciences et Vie. On pourra en rediscuter si vous voulez, parce que je pense que ça associe assez bien ce qu'on sait faire dans l'association, à la fois en termes on va dire, de compétences juridiques, notamment sur tout l'aspect gouvernance et quels sont les bons jalons à poser sur une gouvernance, et à la fois en termes de mission de plaidoyer. Il y a une troisième compétence qu'on a, c'est en termes de levée de fonds, de crowdfunding. On a appuyé Mediacité qui était en difficulté financière au cours des derniers mois et qui a lancé finalement une campagne de crowdfunding réabonnement qui s'est bien fini à l'arrivée. C'est vrai que c'est toujours un plaisir pour nous de travailler, d'échanger avec Mediacité, parce que c'est un modèle de nouveaux médias indépendants, et on a eu cette collaboration dès le départ. Moi, je me souviens de Jacques Trenseux qui était venu Qui est là d'ailleurs, hein, il vient de faire il est laisser un là. petit message dans le Jacques, il est dans la Bonjour Jacques. session, qui nous dit merci encore pour ce soutien précis. Bon, très bien, qui était venu parler à la première assemblée générale d'un bout des médias. Et puis là, bon, puisque j'ai l'occasion de vous parler et que vous êtes tous là, et je pense que si vous êtes là, ça veut dire que l'indépendance des médias vous intéresse. Il y a un petit geste que vous pouvez faire pour le Ravi. Le Ravi, c'est un média indépendant, du Sud-Est qui est basé à Marseille, même s'il y a un certain nombre de leurs enquêtes, même beaucoup de leurs enquêtes qui peuvent avoir un impact bien au-delà de Marseille et bien au-delà du Sud-Est. C'est le seul média indépendant satirique du Sud-Est qui est en grande difficulté financière aujourd'hui, notamment parce qu'ils se sont vus couper, en partie pour des raisons politiques, la plupart de leurs subventions de la part des collectivités locales. Ils sont vraiment dans la dernière ligne droite de leur campagne de financement participatif. Il y a pas mal il y a des seuils qui ont été franchis, mais on est loin encore de la barre des 100 000 euros. Si vous pouvez donner 5 euros, si vous pouvez donner 10 euros, puis si ensuite vous pouvez partager également, ça peut vraiment faire la différence. Que là, on essaie, voilà, au cours des derniers jours, chaque jour, de lever 500, 600, 1000 euros pour le Ravi. C'est vraiment essentiel. Ça serait vraiment extrêmement dommage que vous ayez ce média indépendant qui disparaisse. Donc voilà, allez voir leur site, allez voir leur campagne de financement participatif. Nous, on a essayé de les aider par rapport à cette campagne-là. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs si vous suivez les réseaux sociaux d'un bout des médias. On l'a fait
On l'a fait sur notre LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, on l'a fait sur Twitter. Il y a une newsletter qui était en partie dédiée au Ravi. Bon, bah, si vous pouvez donner un dernier petit coup de pouce, surtout ce qui vaut le coup, et une des choses qu'on a appris en faisant des campagnes de financement participatif, c'est que quand vous donnez 5 euros, déjà vous faites un effort financier, mais le fait de le partager ensuite au-delà de votre propre don dans vos cercles, mais ça permet de multiplier les petits dons. Et c'est aussi ça, finalement, un système dans lequel les lecteurs, avec les journalistes, mais les lecteurs aussi, sont garants de l'indépendance des médias. C'est un système où chacun peut faire un petit geste pour permettre à un média, et en l'occurrence au Ravi, de survivre. Donc c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Il ne reste plus beaucoup de jours, donc je me permets d'insister un peu lourdement sur ça, mais on leur a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé avec eux. C'est vraiment une équipe formidable. On a eu le temps de se plonger là, au cours des dernières semaines dans tous les contenus qu'ils avaient pu produire, et je peux vous assurer que ça serait, j'allais dire, on serait loin d'être ravis qu'ils disparaissent. On peut faire des blagues comme ça à peu près dans tous les sens. Mais voilà, si vous pouvez donner un petit coup de main là-dessus, ça serait vraiment formidable. Alors du coup, Cécile, que vous avez vu dans le tableau de Romary sur le conseil d'administration, euh, n'est pas encore là. Elle est censée arriver vers 19h, donc elle va pouvoir faire la partie qu'elle avait prévu de présenter. Donc je vais le faire un peu à sa place et elle sera peut-être là pour les questions si vous en avez. Juste un mot sur Cécile, qui en fait est une des personnes engagées dans l'association depuis quasiment le tout début et qui fait partie de l'équipe cœur de l'association depuis l'époque des premières campagnes de financement participatif en 2020. Alors, le projet sur lequel Cécile voulait prendre la parole, c'est ce qu'on a appelé l'Université d'automne. L'Université d'automne, c'est un événement qu'on veut organiser pour encadrer un petit peu notre prochaine Assemblée générale, la sortir d'un cadre un peu trop formel et l'agrémenter de conférences, de discussions, d'ateliers. Bon, puisque c'est notre trajet en septembre-octobre, c'est pas une université d'été. Voilà, c'est un terme que vous pouvez connaître déjà, l'université d'été, il y a des associations, des partis politiques qui en font, des think tanks, etc. Nous, on va faire une université plutôt d'automne, mais c'est un peu le même principe que vous avez pu connaître par ailleurs, par d'autres organisations. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur les sujets cœur de l'association, donc l'indépendance des médias, Médias 2022, nos projets, etc. Aussi peut-être sortir un peu et faire des branches vers des sujets un peu connexes sur le financement des médias, mais aussi peut-être les nouveaux formats. Il y a plein d'idées, on est en train de réfléchir, là c'est un projet qui est encore embryonnaire, c'est assez ambitieux. On a la chance d'avoir quand même déjà pas mal de gens qui sont intervenus dans nos événements, qui gravitent autour de l'association. On a des personnalités qui siègent au CA, on a des associations et des partenaires amis de l'association qui pourront aussi intervenir lors de cet événement. Une des ambitions aussi, c'est de pouvoir l'organiser dans d'autres lieux que Paris. Donc, on a déjà commencé avec Média 2022, par exemple, ou avec les actions locales que Romary va présenter tout à l'heure, à faire des événements hors de Paris. Là, à l'Université d'Automne, l'idée, c'était aussi par nature, qu'il y ait au moins 2 ou 3 des conférences qui soient à l'extérieur de Paris, et que ça soit pas que sur une après-midi, mais que ça puisse être étalé, etc. Donc l'objectif, c'est un peu comme cette réunion publique, mais qui est un peu informative. Là, on va essayer de plutôt avoir des ateliers pour réfléchir ensemble, de fédérer notre communauté. Donc, c'est pas que les adhérents, la communauté d'un bout des médias. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont pas forcément envie de participer à la vie de l'association, mais qui sont intéressés par les sujets qu'on porte, qui suivent peut-être les personnalités qui sont au sein de l'association, qui ont suivi certains de nos combats. Euh, et, euh, et voilà, et c'est aussi l'idée de poursuivre un travail autour de la légitimité de l'association. C'est assez important pour nous. On a vu que c'était un levier ultra important lors de Média 2022. Peut-être lors des questions, on y reviendra avec Daphné. C'est important que l'association soit reconnue comme un acteur de référence sur le sujet de l'indépendance des médias pour peser sur l'ensemble de ces initiatives. C'est vraiment un effet multiplicateur de tout ce qu'on peut faire. C'est pas tant l'argent qu'on va lever ou le nombre d'adhérents, le nombre d'abonnés à notre page Instagram, même si c'est important, je vais y revenir après, mais c'est aussi voilà, être référent, ça veut dire que notre parole va compter. Elle compte déjà, mais elle peut compter encore plus et ça va être ça
l'objectif aussi de ce projet. Les prochaines étapes, donc là, comme je l'ai dit, projet embryonnaire, on va mettre en place une équipe de pilotage. On va aussi bah, recruter un peu les bénévoles qui vont pouvoir travailler sur les différentes conférences, différents ateliers. Il va falloir définir quels sont les thèmes qu'on va traiter, le programme. Et voilà, donc c'est assez ambitieux parce qu'une conférence, bah, c'est beaucoup de travail, mais on a déjà un peu l'expérience d'avoir au moins organisé sur la dernière année 3-4 événements, d'avoir été speaker un peu chacun dans son coin des bénévoles engagés sur la partie plaidoyer. Donc on a une bonne base, mais on a besoin de vous. On va avoir besoin de vous et je vais du coup passer à ma partie. La partie comment soutenir l'asso. Je vais en profiter pour me présenter. J'ai parlé depuis le début, mais vous ne savez peut-être pas qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Hassen Lekarski et en gros, je fais partie de cette petite équipe avec Cécile et Julia qui étaient là au tout début de lancement de l'association, bientôt rejoint rapidement, évidemment, par plein d'autres qui sont là aussi aujourd'hui. Et mon rôle est d'intervenir sur les sujets stratégie et communication de l'association, pour faire simple. Le premier moyen de soutenir l'association, c'est simple, c'est adhérer et faire un don. Donc, vous êtes inscrit parce que vous avez peut-être vu passer le message sur les réseaux sociaux, dans notre newsletter, etc. Vous n'êtes peut-être pas adhérent, peut-être que votre adhésion va bientôt expirer, etc. Vous n'avez peut-être jamais fait de don. Vous ne savez peut-être pas qu'on a récemment mis en place les dons récurrents mensuels à l'association. Donc ça peut aider. C'est à partir de 5 euros par mois. Ça nous aide beaucoup parce qu'en fait, organiser un événement, ça coûte de l'argent. Faire imprimer des affiches, ça coûte de l'argent. Il y a plein de choses pour lesquelles on a besoin de budget. Et voilà. Donc là, la première action, c'est ça. C'est facile. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, pour ceux qui ne peuvent pas, et même pour ceux qui peuvent, il y a d'autres actions. Donc, nous suivre sur les réseaux sociaux, s'inscrire à notre newsletter. On est présent sur Twitter, principalement. On est aussi sur Instagram et Facebook. Alors, on a juste une seule vidéo dessus, mais on est même sur TikTok. On a évidemment une chaîne YouTube. Oui, Julia, tu savais peut-être pas, mais notre intervention de Daphné et moi au collectif Stop Bolloré et sur TikTok, il y avait pas mal de vues finalement. Et on a une chaîne YouTube où vous retrouverez le replay de cette conférence et aussi le replay des conférences qu'on a pu faire. On a des extraits d'interviews que Julia avait pu faire aussi, où elle parle de l'association. Donc, il y a du contenu aussi. Abonnez-vous là où vous pouvez, là où vous êtes actif. On a aussi un forum avec un peu plus d'interactivité que ces réseaux sociaux, qui est notre forum Discord. Il se trouve que c'est aussi un outil de travail pour l'association parce que c'est sur des canaux, alors ils ne sont pas tous publics, parce que c'est aussi des groupes de travail. Mais si vous rejoignez certaines équipes projets, vous allez avoir accès du coup, via Discord, des canaux de discussion. C'est là-bas qu'on échange, c'est là-bas qu'on se partage des documents, c'est là-bas qu'on échange sur les idées. Et donc voilà, participer au projet. Donc il y a le projet Média 2022, il y a le projet de l'Université d'automne. Romary va parler juste après de quelques autres projets. Donc voilà, l'association, elle ne se fait pas sans les bénévoles, donc on a besoin de vous. Elle ne se fait pas sans les donateurs non plus, donc on a besoin de vous aussi. Et voilà, merci déjà pour ceux qui vous aident. Romary, t'es coupé. J'étais muté, voilà, vas-y, passe au slide suivant. Voilà. Donc, trois projets qui sont nettement moins mûrs que le plaidoyer dont vous a parlé Daphné ou même l'université sur lequel on commence à travailler, mais qui sont quand même importants et sur lesquels on a commencé à travailler. Le premier, Julia en a parlé, Daphné en a parlé également, qui sont les actions qu'on appelle locales, sous-entendu en dehors de Paris. Ça n'empêche pas de faire des actions à Paris d'ailleurs, hein, c'est surtout pas, sur lesquelles nous travaillons. Alors, ce n'est pas toujours évident. Il faut créer un réseau de bénévoles. Donc, on s'adresse là très clairement à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Il y a deux buts: de créer des événements. Alors, il y a eu un premier événement assez intéressant qui s'est créé à Bordeaux,
sous la houlette de Loïc Rocher, là, qui assiste à la conférence, sur lequel on avait un panel d'intervenants très intéressant. Je suis intervenu, alors de façon beaucoup plus modeste, mais à l'école de journalisme de Grenoble, par exemple. Je suis en train d'organiser quelque chose sur Clermont-Ferrand, et il y aura d'autres choses. On espère faire quelque chose à Bruxelles, par exemple, aussi. Donc, il y a des choses qui commencent à émerger. Une autre chose qui, pour l'instant, n'a pas encore débouché, qui serait de créer des sections locales. Alors, la définition de local peut être très différente. Ça peut être une ville, un département, une région. On n'a pas encore. Alors ça, c'est pas obligatoirement extrêmement simple à créer. Et là aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, il est parfaitement possible de me contacter, entre parenthèses, de nous contacter ou de me contacter. Un autre projet dont on parle depuis déjà presque un an maintenant, plus d'un an même, qui est l'ABCDR. Alors, je dois dire que le pauvre projet, il a un petit peu de mal à démarrer parce que les deux premières personnes qui voulaient s'en occuper ont dû, pour des raisons diverses, jeter l'éponge. Alors, j'en ai hérité pour l'instant, et j'avoue ne pas y avoir consacré le temps nécessaire pour les choses. Mais c'est un projet extrêmement intéressant de créer des contenus pour définir certains mots, certains concepts, faire un dictionnaire, une petite encyclopédie autour de l'indépendance des médias, de certains termes de l'indépendance des médias. Et alors, le peu de travaux qui a été fait, pour l'instant, partirait par exemple d'un certain nombre de mots qui existent dans le plaidoyer, hein, dans nos documents du plaidoyer. Donc, il y a une cohérence sur les choses. Et enfin, un projet qui devrait en principe démarrer au mois de juin, qui sera géré par Loïc Rocher, là, qui assiste à la réunion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, Loïc pourra y répondre. De créer un support de sensibilisation, formation, qui s'inspire peut-être que certains d'entre vous le connaissent, de la fresque du climat, qui permet sur des petits groupes de travailler et d'acquérir des connaissances sur notre problématique qui est l'indépendance des médias. Je pense que c'est un projet extrêmement intéressant. Il n'y aura pas besoin d'un groupe extrêmement nombreux, mais il y aura beaucoup de travail, je pense, pour le faire. Et donc, ça, ce sera Loïc qui s'en occupera et qui, en principe, j'espère que Loïc ne me détrompera pas tout à l'heure, devrait démarrer assez rapidement, sur lequel il y a déjà un petit groupe qui s'est formé, et notamment des gens autour du journalisme qui sont prêts à nous aider pour travailler sur ce sujet-là. Il est extrêmement clair que tous ces projets ne peuvent pas se faire sans vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter pour participer ou émettre d'autres idées, hein, pourquoi pas, sur des projets. Voilà. Et du coup, on a passé les thèmes qu'on voulait aborder. C'est le moment des questions. Il se trouve qu'il y en a déjà qui ont été posées pendant la présentation. Je vais couper ça, comme ça on va se voir un peu mieux. Hop. Arrêter le partage. Et ouais, tu les avais notées. Il y avait la première qui était sur le fonds pour une presse libre. Je sais pas oui, si alors, il y a une question effectivement qui a été posée, mais qu'on peut peut-être généraliser aussi. Donc, quelles sont les relations entre Un bout des médias et le Fonds pour la presse libre? J'ai vu d'ailleurs que Charlotte Chavrel était dans l'audience. Peut-être qu'on peut généraliser d'ailleurs à d'autres associations. Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux répondre, Marie, si tu veux. Oui, bien sûr. Je dirais que la première relation, c'est qu'on a quand même un objectif commun qui est l'indépendance des médias. On n'a pas la même histoire, on ne vient pas du même endroit, on se retrouve souvent, et d'ailleurs, il y a eu des participations croisées à des événements joints. La mission aujourd'hui du Fonds pour une presse libre, comme on l'aperçoit dans ces différentes actions, on a eu des occasions d'échanger
elle est davantage tournée vers un soutien financier direct aux différents médias, ce qui vient aussi de leur capacité financière, notamment en fait le Fonds pour une presse libre est alimenté d'une part de dons, mais d'autre part également des bénéfices qui peuvent être faits par Mediapart. Donc là, ils ont fait un nouvel appel à projet, ils vont financer à hauteur de quasiment 200 000 euros plusieurs médias. Donc il y a un côté il y a un côté, voilà, bon, je vais dire tiroir caisse, c'est vraiment pas la formule que je voulais utiliser, c'est pas du tout négatif, mais au contraire, ils ouvrent cette opportunité à des médias d'aller se faire financer des projets pour de la presse indépendante de qualité. Je dirais que par rapport à ça, nous, on a des spécificités un peu différentes sur ce qui se passe, par exemple, avec le RAVI. Bon, le Fonds pour une presse libre, le RAVI aurait pu candidater pour avoir une bourse du fonds, mais ils n'ont pas vocation et ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas non plus dans leurs compétences de les accompagner dans une campagne de financement participatif et ce qu'ils n'ont pas fait non plus parce que ce n'est pas non plus leur spécificité. C'est de mener une mission de plaidoyer comme on l'a mené nous. On pense que c'est important d'avoir différents acteurs, différentes associations, différents. Alors en l'occurrence, nous, on est une association loi de 1901. Eux, il s'agit d'un fonds de dotation, voilà, mais différents acteurs à but non lucratif qui se battent pour l'indépendance des médias. Si je remonte à la question, c'est de voir si on a plutôt des très bonnes relations. Je pense qu'on est appelé à en avoir également des excellentes. On ne se marche pas sur les pieds, on est complémentaires. Et, je veux dire, vu l'importance du combat qu'on mène, mieux vaut être que nombreux que pas assez. Et puis, on a collaboré en plus avec RSF, avec le collectif Informer n'est pas un délit, très récemment avec le collectif Stop Bolloré. Donc, on est clairement intégré dans cet écosystème qui défend l'indépendance des médias et chacun avec sa spécificité. C'est vrai par exemple, on est ceux qui ont poussé le plus loin l'aspect plaidoyer jusqu'à formuler des propositions aussi concrètes que celles que Daphné a présentées. D'autres ont toute une histoire, d'autres sont plutôt constitués de journalistes, alors que nous, on a plutôt un angle citoyen. Bref, tout ça, c'est complémentaire et on se retrouve toujours dans des événements, soit parce qu'ils sont organisés et on s'y retrouve en tant que participants, soit on les organise nous-mêmes ensemble. Il y avait d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Donc, une question là peut-être pour Daphné et ou Julia d'ailleurs. Que prévoit la loi sur les 4 propositions du plaidoyer actuellement? Peut-être Daphné, non? Oui, moi je pense Daphné, oui. Voilà. Grand-chose. C'est pour ça qu'on a voulu se confronter à cette question-là. Alors peut-être remettre les 4 propositions ou alors tout le monde les a en tête. Je vais peut-être commencer par la concentration. En gros, donc nous, oui, peut-être pour revenir là-dessus, c'est important. Donc nous, il y a 4 grandes propositions, donc comme je vous l'ai dit assez rapidement tout à l'heure, mais en réalité, on peut les caser dans deux catégories différentes. En fait, on a les 3 premières propositions que je vous ai présentées. Ouais, visuellement, ça va être encore plus simple de me faire comprendre. Sur les 3 premières propositions, en fait, nous, ce dont on a fait le constat, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent exister aujourd'hui dans la loi, mais qui ne sont pas véritablement contraignants. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est non seulement mettre des principes ambitieux dans la loi, mais aussi se donner les moyens de la faire appliquer. Par exemple, dans le premier critère, transparence sur la gouvernance et l'actionnariat des médias, aujourd'hui, dans la loi, il y a une obligation de dire qui possède quel média. Sauf qu'en réalité, la peine encourue si ça n'est pas publié, c'est une amende de quelques milliers d'euros. Donc en fait, quand je suis un milliardaire et que je ne veux pas dire, si jamais je suis malveillant et que je n'ai pas envie de dire que je possède tel média, j'ai à payer quelques milliers d'euros. En réalité, ce n'est pas vraiment un élément contraignant pour faire appliquer ce principe-là. Et donc, du coup, les 3 premières propositions que vous voyez ici, donc obligation de transparence, obligation d'investissement et gouvernance démocratique, on veut les intégrer aux critères pour accéder au statut de média. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas prétendre être un média si on ne respectait pas ces 3 critères-là. Ça veut dire donc qu'on ne peut pas accéder aux aides à la presse, qui sont un levier économique hyper important pour les médias aujourd'hui. Et donc ça, c'est ce qu'on propose de mettre dans la loi. Et ensuite, donc, la quatrième proposition, qui est donc un petit peu à part, c'est de lutter contre la concentration dans le secteur des médias. Aujourd'hui, effectivement, il y a une loi qui date de 1986 qui existe pour lutter contre la concentration et pour garantir le pluralisme de l'information, qui est un objectif à valeur constitutionnelle reconnue, etc. Sauf que les critères datent. 1986, ça commence à dater, même s'il y a eu des mises à jour depuis. Finalement, la loi est
assez obsolète pour le dire gentiment. Et on se rend compte que, par exemple, Internet n'est pas du tout intégré au mode de calcul des seuils de concentration. Ce qui fait que nous, ce qu'on propose, c'est de remettre à plat tous ces critères-là et d'en écrire des véritablement ambitieux pour garantir vraiment le pluralisme de l'information. Voilà. Alors, une autre question, et j'y répondrai parce que là, c'est ma partie, c'est comment participer pour les gens qui voudraient participer au projet que j'ai présenté. Donc, j'ai mis mon adresse email pour me contacter. C'est moi qui centralise et qui dispatche ça. Il y a déjà un certain nombre de personnes là, ces dernières semaines qui m'ont contacté. Une autre solution, c'est via notre site internet sur lequel vous avez un formulaire et sur lequel soit Hassen, soit Daphné, soit moi, on reçoit votre question et on la traite. Il n'y a pas de souci. Et surtout, si vous avez envie, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à le faire. Il y a des choses à faire, comme l'a dit Hassen, rapidement sur l'université, mais il y a Peut-être le mot important, c'était peut-être concrètement. Peut-être ça veut dire. En gros, l'idée, c'est aussi de se baser sur les compétences des bénévoles qui se manifestent. En gros, il y a du travail de rédaction, du travail d'organisation, du travail parfois même de manutention. Hein. Quand on organise une salle, il faut bouger des tables, des chaises, des trucs comme ça. Il y a du travail de community management. Parfois, vous allez pouvoir travailler sur un projet, vous allez devoir aussi répondre à des mails pour des partenaires, etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Peut-être que je n'ai pas été assez exhaustif. S'il y a un truc intéressant que je n'ai pas mentionné, Daphné, que toi, tu as eu à coordonner sur Média 2022, tu peux rajouter, je ne sais pas. Ouais, sur le plaidoyer, non, c'est juste pour aller dans ton sens, côté rédaction et recherche. C'est vrai que tu le disais, Julia, si vous êtes ici, si on est ici, c'est qu'on est hyper intéressé par la question de l'indépendance intéressant. Et donc, les analyses, par exemple, sur les programmes des candidats, c'est ce qu'on est en train de faire pour les élections législatives, donc aller regarder ce que pense tel ou tel candidat sur le sujet des médias, aller investiguer. Donc, ça, c'est intéressant. La rédaction, production de contenu pour les réseaux sociaux également, pour être présent. Et voilà, élaboration aussi stratégique. Pour le plaidoyer, en tout cas, on a besoin de mains. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, c'est avec grand plaisir. Et effectivement, ça s'adapte beaucoup aux envies, surtout, et aux compétences de chacun, ce qui est normal, mais surtout à vos envies. C'est en fonction du temps que vous avez envie d'y mettre. Voilà. Oui, c'est vrai que, par exemple, l'exemple que tu disais sur l'analyse des programmes, on a clairement eu beaucoup de boulot pour aller recenser toutes les propositions de chaque candidat. Je vais juste vous montrer rapidement un exemple si vous n'avez pas consulté le site pendant la campagne Média 2022. Donc, on avait une synthèse des propositions, celles que Daphné vous avait présentées, où on pouvait naviguer, et ça, c'était la synthèse des propositions des positions des candidats sur les propositions de l'association, mais aussi on pouvait aller voir toutes les propositions. Donc vous avez peut-être vu dans la synthèse que par exemple Emmanuel Macron, il ne se positionnait pas sur ce que nous on proposait directement, contrairement à d'autres candidats, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de proposition pour les médias. Donc quand on allait sur sa fiche, on pouvait voir que quand même, il y avait du travail on est allé chercher, par exemple, ce qu'a pu dire son ministre de l'économie lors de certaines commissions, ce qu'il y avait dans son programme sur la redevance, etc. Donc, c'était un moyen aussi de voir, au-delà des propositions, enfin, de comment on se positionne par rapport aux propositions de l'association, il y avait aussi tout simplement qu'est-ce que ces candidats proposent pour les médias en général. Donc, on n'a probablement pas été exhaustif. On a eu des échanges avec certaines équipes de campagne qui ont fait ajouter certaines propositions, etc. Et du coup, voilà, ça, c'était du boulot collectif pour rassembler tout ça. Beaucoup de Google Sheets à remplir, des trucs comme ça. Enfin, je vous fais pas un dessin. Voilà. Il y avait d'autres questions. Vous pouvez poser des questions oralement aussi, hein, plutôt que Oui, dans le chat. sauf Pas si. intervenir. Oui, maintenant on peut, c'est juste que je regarde s'il y en a pas une qu'on avait oubliée. Non, moi, j'en ai pas noté d'autres. Moi, j'en vois une.
Est-ce que certains députés actuels sont sensibilisés à la question de l'indépendance des médias? Si l'on voit l'audition de Bolloré il y a quelques mois, ce n'est pas gagné. Qui veut prendre? Alors, l'audition de Bolloré, il y a quelques mois, c'était devant les sénateurs, pas les députés, mais ça, c'est une manière de faire une pirouette. Il y en avait au moins deux, mais qui ne se représentent pas, puisque Paola Forteza et Mathieu Orphelin ont déposé une proposition de loi qui était extrêmement proche de ce qui était dans la mission plaidoyer. Ça a été une partie du travail qu'on a fait un peu en amont de la campagne des élections législatives, mais il faut bien avouer qu'on a quand même un nombre de bras limité, donc autant on l'avait fait fortement pendant la présidentielle, là, ça a été quand même plus dur d'aller démarcher les équipes de tous les candidats. Pour les législatives, on s'est dit qu'il fallait mieux finalement mettre l'effort de la mission plaidoyer sur les députés élus. Donc, on va avoir des élections dans très exactement 10 jours maintenant. Et à partir de là, justement, l'idée, ça sera d'aller démarcher tous les députés. Je soulignais de manière complètement transpartisane. Regardez dès le début, dès les premières semaines de la mise en place de l'Assemblée, qui sera par exemple à la commission culture. Ça sera intéressant pour nous et d'aller en discuter avec eux. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, des choses à faire du côté du Sénat. Il y a des sénateurs qui sont sortants, enfin, je veux dire, qui sont en place, qui resteront en place. Hein. Bon, on peut pas penser à David Assouline, puisqu'on parlait de la mission qui a été menée au Sénat. Il y en a d'autres qui sont intéressés par cette question-là. Ça va être tout notre travail. Mais nous, on va aller même beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on va mâcher le travail. Donc l'idée, c'est qu'on va faire la proposition de loi et qu'ensuite on va la pousser, sans doute l'améliorer d'ailleurs avec les députés, mais qu'on va l'écrire, la pousser, les pousser à prendre des engagements et espérer que, pas d'ici 5 ans, hein, dans les premiers mois de la mandature, il y aura des choses qui vont se passer. D'ailleurs, bon, je vous réponds sur les députés, parce que c'était la question qui a été posée, mais il y aura aussi un travail qui sera fait auprès directement de la ministre de la Culture, ou de la ministre de la Culture, si jamais on a un changement de gouvernement. Et cette mission-là, on va la mener. Il y a un travail de sensibilisation à faire. Nous, on est des gens optimistes. Donc on va y arriver. Il y a une question, Julia, sur la propension moindre des lecteurs visionneurs à payer pour les médias. C'est un sujet que tu connais pas mal. Et du coup, le fait que ça induise de la souffrance pour les médias financières, et donc sur leur indépendance. Et la personne qui fait cette remarque, alors c'est pas vraiment une question du coup, qui est surpris de ne pas avoir parmi nos propositions un aspect qui serait aider à mieux vendre l'information de qualité. C'est un sujet assez difficile. Mais en fait, déjà, c'est un sujet extrêmement difficile, puis il y a différents aspects de la proposition. La proposition, c'est une proposition de plaidoyer, donc qui a vocation de loi. Aider finalement sur le business model presque des médias à reconvaincre les lecteurs de pouvoir payer pour de l'information, c'est plus difficile de faire rentrer ça dans la loi, même si on peut discuter. Il y a des choses qui ont été faites, d'ailleurs y compris par le gouvernement précédent à la sortie de la crise de Covid, avec, on peut d'ailleurs évaluer ou pas l'efficacité, avec une défiscalisation qui a été faite sur des premiers abonnements. Donc on peut réfléchir à ça. Mais nous, là, ce qu'on veut par la mission plaidoyer, c'est aider à poser des jalons visant à garantir l'indépendance des médias autour de ces 4 propositions. Ensuite, il y a toute une autre partie de ce qu'on fait, notamment en termes d'accompagnement des médias, ce qu'on fait beaucoup sur la gouvernance, parce que d'un point de vue juridique, c'est plus nos capacités, mais ce qu'on peut aussi réfléchir sur le business model et aider les médias justement à avoir un business model, entre guillemets, qui leur permette de convaincre les lecteurs de repayer pour une information de qualité, ce que les lecteurs ont fait pendant des décennies, ce qu'ils ont arrêté de faire en partie quand beaucoup de médias ont donné leur information à consommer gratuitement, et ce qu'il faut qu'ils reprennent l'habitude de faire dans le futur. Il y a une question d'Émilie, qui est aussi quelqu'un qui est actif sur le Discord, qu'on est content de voir ici, qui pose une question sur le fait que nos propositions étaient reprises principalement par des partis et des candidats de gauche, et qui voyaient peut-être un risque que l'association soit catégorisée de gauche ou comme une association politique. C'est des discussions qu'on a comme plein d'associations. Il y a même des associations très connues, par exemple, comme Amnesty, dans lesquelles il y a ces discussions-là aussi, parce que le sujet des droits de l'homme manifeste. Enfin, il y a vraiment des
des thématiques comme ça qui se retrouvent naturellement dans un tissu associatif qui parfois a plus de liens avec traditionnellement des partis et des mouvements de gauche. Mais notre projet plaidoyer, Daphné pourra confirmer, il est totalement transpartisan. L'association, de fait, n'est rattachée à aucun parti ou mouvement politique. D'ailleurs, les membres qui la constituent ont des opinions politiques un peu différentes aussi parfois. Mais là n'est pas le sujet. En réalité, le vrai impact qu'on essaye d'avoir, c'est de contacter l'ensemble des forces politiques qui peuvent pousser nos propositions. Quand l'Assemblée sera élue, l'ensemble des candidats seront contactés par notre équipe pour leur faire connaître nos propositions. Donc oui, après, c'est sûr qu'on ne contrôle pas les députés qui ne seraient pas de gauche et on ne peut pas les forcer à prendre nos propositions. Julia, tu veux peut-être rajouter quelque Non, chose? je veux juste rajouter que typiquement, par exemple, sur la proposition de loi qui a été déposée, qui était la plus proche de ce qu'on a fait sur le plaidoyer, elle était portée par Paola Forteza et Mathieu Orphelin, qui étaient deux députés qui étaient des députés au départ de La République En Marche, qui venaient de la majorité présidentielle. Ça n'a pas été poussé au départ par des députés qui venaient de la France Insoumise ou du Parti communiste. Nous, une association qui est partisane, on fait très attention en fait d'être justement apartisan parce qu'on pense que ces grandes réformes sur les médias, elles ne pourront être que bien menées que si elles sont portées au-delà d'un parti politique. Et que d'ailleurs, enfin, pour le dire en un mot, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même une grande partie de ce qui explique aujourd'hui la faiblesse de la loi en place de 1986. C'est que cette loi de 1986, ça a été une loi complètement détricotée de la loi qui avait été votée en 1984. Qu'en 1984, ça avait été fait par les socialistes, typiquement directement tournés contre Ersan, paf, la droite revient au pouvoir, elle la détricote, et à l'arrivée, du coup, il n'y a pas un équilibre qui est satisfaisant parce que tout est fait pour des raisons politiques. L'indépendance des médias, c'est un combat de gauche, c'est un combat de droite, c'est un combat du centre. Nous, demain, si il y a la Société des journalistes du Figaro qui vient nous demander de l'aide, on sera les premiers heureux de les aider, tout comme on sera très heureux d'aller soutenir des journalistes de D'ailleurs, Libye. on avait Et soutenu voilà. l'association en tant que telle, par la force des choses, par sa capacité de mobilisation, n'avait pas forcément pu s'engager dans le combat qu'ont mené les journalistes d'Europe 1. Mais de fait, Pascal Clark était présente lors de notre AG pour parler de ce qui s'est passé quand ils ont été rachetés par Bolloré, etc. A priori, Europe 1, ce pas des gens qui, a priori, ont une ligne éditoriale de gauche, etc. Donc, le sujet, c'est vraiment pas gauche-droite. Bon, il y a dans notre analyse des programmes, ça faisait partie d'une des conclusions. C'était qu'il y avait un clivage sur ce sujet politique. C'est-à-dire, en fait, il y a une différence entre être pour ou contre l'indépendance. Je veux dire, ceux qui sont contre l'indépendance, généralement, ce sont ceux qui ne sont pas pour la démocratie et ils existent sur l'échiquier politique. Mais c'est pas tant être pour ou contre, c'est est-ce qu'on se saisit de ce sujet ou pas. Et c'est là qu'il y a un clivage. Et notre travail, ça va être de faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore positionnés là-dessus et qui sont attachés à des valeurs démocratiques, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un député MoDem qui puisse se saisir de ce sujet-là. Enfin, ça me semblerait tout à fait normal, quoi, logique. Donc ce n'est pas un sujet politisé en soi, normalement. Alors, une question très technique, et là, Julia, je pense qu'il n'y a que toi qui peux y répondre. Enfin, en tout cas, dans les gens que je connais. La TVA est-elle toujours à 20% pour les médias numériques? Si oui, ne faut-il pas mettre la TVA au même niveau que celle de la presse papier, entre parenthèses 5%? Non, non, ça, c'est le cas actuellement. Et pour le coup, ça a été une des grandes victoires qui a été menée par Mediapart, qui a permis à la TVA d'être la même aujourd'hui sur le papier et sur le digital. D'ailleurs, c'était une victoire menée par Mediapart qui a profité à d'autres médias en France et après à d'autres médias au-delà, parce que c'est quelque chose qui est en train aussi de s'élargir à d'autres pays de l'Union européenne. Par contre, ça a eu un effet pervers, notamment sur les, les, les bouquets numériques qu'ont proposé certains opérateurs qui ont pu utiliser les forfaits presse pour vendre, pour bénéficier d'une tarification réduite, etc. Je ne sais pas s'il y avait cet aspect. Et du coup, ça a été corrigé. Je ne sais plus sous quelle forme ça a été corrigé. Il y a dû y avoir un décret ou une modification qui a empêché ça. Il y a eu enfin, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais en gros, il y a eu un redressement fiscal de SFR. Oui, voilà, c'est déjà ça. La Bien, moindre c'est des bon. choses, quand on vend des télécoms, en faisant passer pour de la presse, on n'est pas sur les mêmes chiffres d'affaires normalement. Euh, Alors, alors, une autre vas-y. question que je vais lire complètement parce que, bonjour, désolé, j'ai loupé le début, mais c'est une question qui m'est venue en regardant la présentation qu'il y a eu en janvier, parce qu'on a eu effectivement une réunion en janvier sur le
plaidoyer avec certains adhérents. Quel serait l'impact des propositions sur les petits médias genre Fakir, notamment sur le plan financier? Est-ce que ces petits tirages sont réceptifs? Merci. Peut-être par rapport à la proposition sur les investissements minimaux, c'est ça? Ouais, la question n'est pas très précise. Oui, a priori, on n'est pas rentré dans le détail. Daphné, tu peux compléter peut-être, mais simplement une précision, c'est que dans nos propositions, c'est pour les entreprises de médias de plus de 10 personnes. Voilà. Donc, déjà, les tout petits ne seront pas impliqués. C'est ce qu'on a retenu, en tout cas, dans nos propositions. Et puis ensuite, en fait, l'objectif, comme tu l'as dit, Julia, c'est aussi de prémâcher le travail pour faciliter l'arrivée d'une nouvelle loi pour l'indépendance des médias, mais c'est aussi de mettre tout ça au débat et d'en discuter et de faire en sorte que les parlementaires précisément discutent de ces questions très spécifiques de à partir de combien de taille de l'entreprise de médias, etc. Est-ce que ça s'appliquerait? Voilà. Alors, il y a une question sur les médias régionaux. Et peut-être que Loïc peut répondre, puisque une question sur comment on peut soutenir les médias régionaux. Et toi, Loïc, récemment, tu as organisé une réunion avec des médias régionaux. On va lire parce que la question est quand même assez précise. Vas-y. De nouveaux médias régionaux ou locaux se créent et se structurent, par exemple l'Empaillé en Occitanie, l'Ambata au Pays Basque. Existe-t-il un projet ou une réflexion pour soutenir ces médias, notamment pour la diffusion, gestion ou la création de réseaux, par exemple? Je pense qu'en fait, bonjour à tous du coup, je pense que ça rejoint notamment les projets sur les actions locales. Récemment, sur ce qui s'est passé à Bordeaux, on a organisé donc une conférence débat avec des médias locaux, à la fois indépendants et considérés comme non indépendants, ou en tout cas avec une structure financière différente comme Sud-Ouest, et des médias, il y avait notamment Médiacité avec Jacques, 89, d'autres médias locaux. Ça fait partie des actions qu'on peut mener à l'échelle locale, mais comme ça balaye tout le territoire, c'est un projet qui est assez vaste. Il y a beaucoup de médias locaux indépendants. Donc là, ça rejoint complètement ce qui s'est passé, les actions locales qu'on veut mener, quoi. Alors, du coup, Jean-Luc, si vous voulez vous mobiliser pour bosser en Occitanie au Pays Basque, je vais rajouter un élément de réponse quand même. Julia a parlé longuement du Ravi à juste titre. Alors, le Ravi n'est pas un nouveau média puisqu'il a 18 ans, si je me souviens bien, mais il correspond bien un peu à la définition aux médias qui ont été mentionnés, quoi. Donc, on peut venir en aide s'il y a des besoins. Il y a une question de Jean Royer sur est-ce que la TVA est donc bien à 5% pour tous les médias? A priori, oui, ceux qui ont le statut de médias, justement. Qui ont un numéro de CPP à payer pour être tout à fait précis, mais en gros, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et a priori, un des leviers qu'on veut utiliser pour faire en sorte que nos propositions soient… vas-y, Daphné, tu peux compléter ma phrase si tu veux. Un des leviers qu'on veut utiliser pour que nos propositions, si elles rentrent en vigueur dans une nouvelle loi, soient appliquées, c'est que si elles ne le sont pas, alors les médias qui bénéficient de ces avantages-là, comme la TVA réduite, les aides à la diffusion, etc., qui viennent avec ce statut, ils ne puissent plus en bénéficier puisqu'ils ne respectent plus les règles dans lesquelles exercer leur activité. Pour la TVA, j'ai un commentaire de Jacques Trenso qui m'a été fait directement, donc tout le monde n'a pas pu le voir. Il met TVA à 2,1%. Donc, Jacques, si tu veux commenter, profite-en. Non, mais c'est la règle. Hein. Si vous respectez certains critères d'intérêt général, vous avez une TVA hyper réduite à 2,1%, dont on bénéficie, nous, ainsi que beaucoup d'autres titres, pourvu qu'ils remplissent une mission d'intérêt général. Donc, Jacques, j'ai oublié de le présenter. Jacques, c'est un des fondateurs de Médiacité. Voilà. Est-ce qu'on est soutenu, est-ce qu'on a des liens avec des écoles de journalisme? Alors, il se trouve que la conférence de Loïc était organisée, c'est l'IPJ, c'est ça? L'IJBA, Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Pardon, c'est ça, ok. Et moi, je me souviens qu'il y avait une étudiante
J'ai l'école W/CFJ qui était dans notre vidéo de campagne à l'époque pour le crowdfunding. Pas autant qu'on voudrait, en fait. Je pense que c'est un réseau qu'on veut tisser. Il y a des étudiants journalistes qui sont avec nous dans l'association. Peut-être pas assez. En fait, c'est quelque chose qu'on veut creuser. Je suis allé Après, à si je peux me Grenoble. permettre, si je peux répondre, c'est quelque chose, Pardon, vas-y, Loki. c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Là, par exemple, avec l'événement à Bordeaux, on a commencé à tisser des liens qui commencent. Enfin, on a des liens maintenant qui sont assez sérieux avec l'école de journalisme de Bordeaux. Romary a participé à Grenoble aussi à un événement. Donc, on tisse des liens avec eux. On n'est pas encore sur les 13 ou 14 écoles de journalisme reconnues officiellement. On n'est pas en lien avec tout le monde, mais c'est un réseau qui se construit petit à petit. Et oui, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Et c'est une des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, je le redis, on l'a dit, mais pour l'université d'automne notamment, comme on veut complètement délocaliser notre AG et en faire du coup une université d'automne avec, dans l'idéal, si on arrive à faire au moins 5 événements dans différentes villes, ça serait vraiment formidable. On est donc preneur de toutes les énergies en fonction de là où vous venez et de où vous vivez. Et des amphis gratuits. Dont on va profiter pour développer des liens avec les écoles de journalistes. Parce que comme Loïc a fait l'événement à Bordeaux en partenariat avec une école de journalisme, c'est vrai que c'est quand même potentiellement les bons endroits aussi pour organiser des événements avec des bons interlocuteurs. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Hein. On est tous bénévoles, pas rémunérés pour le travail qu'on fait dans l'association, ce qui fait qu'on a tous un autre travail à côté un peu rémunérateur, donc on n'a tous pas autant de temps qu'on le voudrait. Donc vraiment, surtout pour faire des choses délocalisées, si vous êtes partant, vous avez un peu de temps et d'énergie, etc., on est vraiment très demandeur. Alors, une question auquel je n'ai absolument aucun élément de réponse, mais il y en a sûrement des gens. Quel est le budget d'État prévu pour la culture et pour les médias? Il serait intéressant de faire des comparaisons entre les années et aussi entre différents pays. Je crois qu'il n'y a que Julia qui peut répondre. Non, mais je ne vais pas le faire là, parce que déjà, il faudrait que je sorte mes slides de cours. Non, mais je pense que, en fait, non, mais il y a une tendance. Il y a une tendance. La tendance, elle est plutôt baissière a priori, mais pour le coup, je ne sais pas en comparaison internationale. En France, le pourcentage du budget de l'État par rapport au ministère de la Culture, en général, c'est souvent le parent pauvre des arbitrages budgétaires. Donc ça, mais je ne sais pas en comparaison internationale et je ne vais pas partir sur une mauvaise piste. Par contre, comme le disait Romary tout à l'heure pour l'ABCDR, c'est quelque chose qu'on fait au fur et à mesure parce que ça prend du temps et qu'on n'a pas absolument tous les moyens à notre disposition. Mais une des choses aussi dont on veut faire du site, c'est une espèce de site ressource, à la fois sur des principes. Donc, par exemple, dans l'ABCDR, on va avoir un truc 1, droit d'agrément. Donc, vous allez comprendre ce que c'est un droit d'agrément, où c'est mis en place, comment le mettre en place, ça va être dedans. Mais potentiellement aussi, finalement, s'il y a des questions comme ça qui reviennent de manière un peu systématique, le documenter, mettre quelques graphiques en ligne, etc., ça fait partie des choses qu'on veut faire à terme pour notre site. Et ça, il ne faut pas hésiter de le faire. Sinon, vous avez des excellents livres. Je conseille à tout le monde la lecture. Alors, une question dont on parle beaucoup en interne, alors c'est plus une remarque d'ailleurs que c'est une question, et ça remet la question de la suppression prévue de la redevance, point d'exclamation Ouais. de Jean. C'est vrai qu'on en parle en interne, la suppression de la redevance. Il se trouve que c'est la seule thématique liée aux médias qui a eu un impact dans le discours public pendant la campagne des présidentielles. A priori, l'association pour l'instant n'a pas émis de position ferme là-dessus. On ne sait pas encore s'il faut se positionner pour ou contre la redevance parce que même au sein de Radio France, France Télé, il y a les journalistes, les rédactions en eux-mêmes sont pas forcément tous d'accord là-dessus. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a une atteinte à l'indépendance du financement et à l'indépendance de la gouvernance par ricochet de l'audiovisuel public, c'est quelque chose sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant et extrêmement mobilisé dès les premiers signes d'une orientation négative. Je ne sais pas si, Julia, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, nous on n'a pas encore pris position dessus. On est en train de travailler, de réfléchir là-dessus. Ce qui nous a fait un peu hésiter, c'est que si vous discutez avec les différentes sociétés des journalistes, tout le monde n'a pas le même point de vue, y compris à l'intérieur de France Télévisions, y compris à l'intérieur de Radio France, parce que la redevance elle-même, elle souffre d'un certain nombre de faiblesses, notamment le fait que c'est quand même un impôt qui est complètement régressif.
Et du coup, ça s'inscrit pas mal dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire une logique de plaidoyer, donc d'avoir une vision constructive. Il ne s'agit pas de dire on ne veut plus de la redevance, c'est mal, il faut garder la redevance. Ça serait plutôt de dire bon, ben voilà, prenons ces avantages. Bon, un avantage évident, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec vous. Là, je m'exprime plus personnellement qu'en tant que président de l'association, puisqu'on n'a pas encore pris position là-dessus. Mais un des avantages, a priori, en tout cas d'après moi, c'est que c'est une ressource qui est fléchée. Donc, ça évite d'avoir une renégociation budgétaire absolument chaque année. Et ça, quand même, on sait que dans les pays où il y a des ressources qui sont fléchées, bah, ça marche quand même plutôt mieux que dans les pays où ce n'est pas le cas. En même temps, il y a des pays qui ont réformé ça au cours des dernières années tout en gardant une ressource fléchée. Ça a été le cas de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, qui ont remplacé leur redevance par une taxe fléchée, mais qui est progressive. Donc, voilà, il y a des choses à penser. On en débat en interne pour voir si on va prendre une position officielle. Je vais redire en fait ce que je disais tout à l'heure. On est une association qui est démocratique. Voilà, on est une association démocratique, ce qui veut dire qu'on a un CA. Le CA implique des adhérents, différents types d'adhérents, des gens qui viennent historiquement du monde, des personnalités qualifiées, des bénévoles, etc. On débat des questions. Donc, ce n'est pas parce que moi, par exemple, à titre personnel, je suis fortement partie contre la suppression de la redevance que l'ASSO, elle va contre la suppression de la redevance. On y réfléchit, on voit si on se positionne et on sera ravis d'ailleurs d'échanger davantage avec vous sur toutes ces questions-là. Dans une prochaine réunion, ce sera un très bon sujet. Ouais, pourquoi pas. Il y a d'autres questions? Ouais, une autre question. Il y a d'ailleurs un mouvement similaire au Royaume-Uni pour brider la BBC, donc pour la radio-télé britannique. Là-dessus, je vais répondre 2 secondes, mais en fait, au Royaume-Uni, c'est exactement le contraire. Il y a eu ce mouvement qui a été très, très, très fort au cours des dernières années, et là, il y avait une renégociation du financement de la BBC pour les 5 prochaines années, et les conservateurs avaient longtemps poussé pour la suppression de l'équivalent de la redevance au Royaume-Uni. Il se trouve qu'en janvier, le ministre de la Culture, bien que ce soit sous Boris Johnson et un gouvernement conservateur, a décidé de la prolonger pour 5 ans. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, la redevance vient d'être sauvée au Royaume-Uni, alors qu'a priori, ça ne va pas être le cas en France. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est parfait, puisque notamment, ils ont sauvé le principe de la redevance, mais n'empêche qu'ils ont relancé un nouveau plan d'économie sur la BBC, que voilà, tout n'est pas parfait, mais ça s'est plutôt bien fini pour l'instant, l'histoire au Royaume-Uni. D'ailleurs, une des choses qui pourrait être intéressante, ça, je pense qu'on y réfléchira au niveau de l'association si on décide de s'engager sur ce sujet. Ça sera d'essayer de comprendre ce qui a permis de faire basculer le gouvernement conservateur par rapport à la position qui était précédemment la sienne. Enfin, la BBC en Angleterre, moi qui ai des relations avec l'Angleterre de proche, c'est un monument avec un grand M. C'est une partie de la réponse qui est là. Alors, sauf erreur, je n'ai pas d'autres questions. Ouais, il y a juste des messages de soutien. Cassie qui m'a fait un message qui fait plaisir, qui nous dit que la réunion lui donne envie de se mobiliser, qui nous dit qu'il est là à Lorient, qu'il y a une école de journalisme. Est-ce qu'il est possible de regrouper les adhérents par section potentielle? Oui, bien sûr. En fait, pareil. J'enverrai un email à Cassie. Voilà, tu as noté son email. Il y a aussi, qui m'a écrit, je ne vois pas. Attendez. Michel Cotineau qui m'a écrit un message direct, donc qui n'est pas vu par tout le monde, mais c'est pas privé dans le sens où elle fait partie de la Ligue des droits de l'homme et d'un groupe qui organise des projections mensuelles au cinéma Majestic Bastille, donc à Paris, et qui ont récemment pu diffuser Média Crash avec Louis Plenel la participation. Elle veut qu'on lui fasse savoir s'il y a d'autres idées de projection de films. Alors justement, une des idées de l'université d'automne, c'est peut-être que les sessions du soir soient une projection débat ou un truc comme ça, parce que, c'est facile à faire, puisque le contenu existe déjà, il y a des documentaires. Par exemple, on avait fait une projection débat avec RSF sur le système Bolloré. Julia avait participé à une projection de Mediacra. Je crois que Daphné va participer bientôt. Ou a déjà participé. La mienne avait été annulée pour cause d'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais ah oui, bon, voilà, c'est une bonne raison. Confirmation. Voilà, et il y a aussi un documentaire de Anne-Sophie Novelle, Les médias, Le Monde et moi, ou Et nous, je sais pas, il y a une deuxième version qui est sortie, qui participait à l'événement de Louis, qu'on pourrait diffuser. Voilà, si vous avez d'autres idées comme ça, je vais copier votre email, Michel, à Romary.
Comme ça, vous pouvez aussi être mis Alors, dans la boucle. une nouvelle question sur la redevance, qui est décidément un sujet qui interpelle. La suppression de la redevance ne risque-t-elle pas d'entraîner la privatisation d'une chaîne comme France 2, par exemple, car il va bien falloir trouver comment compenser la perte de la redevance dans le budget de France Télévisions et Radio France. Je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui de réponse à cette remarque, mais Alors, Euh, une question sur les dates. c'est deux problématiques qui sont différentes, hein. Il y a des pays où il y a des audiovisuels publics sans redevance avec une renégociation budgétaire annuelle. On ne va pas rentrer là-dedans parce que rentrer dans ces détails, ça reviendrait enfin, je vais rentrer dans un débat qui n'est pas forcément celui qu'on mène aujourd'hui, mais c'est vrai qu'une des questions qui se pose, c'est qu'on dit on supprime la redevance, mais il n'y aura pas de perte de ressources pour l'audiovisuel, tout en disant c'est une économie de 138 euros pour les citoyens. Bon, la question, c'est où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ce qui veut dire qu'il faut trouver, on va le financer différemment. Donc, est-ce qu'on prend sur les hôpitaux, par exemple, ou est-ce qu'en fait, on va augmenter, je ne sais pas, moi, la CSG ou l'impôt sur le revenu, ou on va faire payer par l'impôt sur les sociétés, ou alors est-ce que ça va être des ressources en moins? Bon, voilà, il n'y a pas vraiment eu de réponse par rapport à tout ça, mais c'est là encore où je veux vraiment souligner que si on devait prendre position dans ce débat, ça sera important de le faire avec une alternative. C'est-à-dire, pas prendre position pour taper en disant faut pas la supprimer, mais dire voilà, nous, ce qu'on mettra et ce qu'on porterait dans un projet de proposition de loi, ça serait ça. D'ailleurs, potentiellement avec 3, 4 scénarios alternatifs, hein. C'est possible qu'on ne converge pas tous vers la même chose et ça nous semblerait une bonne alternative. alors, une question, c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir en réunion de bureau. Pour l'instant, avez-vous une date sur l'université d'automne? Donc, Jérémy a répondu qu'il y avait une date sur l'AG qui était prévue le 15 octobre. Je crois que cette date, Julia, reste à confirmer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la date qui est fléchée, qui est balisée, c'est le 15 octobre. Même si en fait, si on fait une AG d'automne, a priori, on va quand même sans doute peut-être s'autoriser de la faire sur 3, 4 jours. Déjà parce que potentiellement, ça permettra à certains d'entre nous d'être à plusieurs événements. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a la contrainte des salles, etc. Donc il y a peut-être des endroits, c'est plus malin un jeudi, d'autres un samedi, d'autres un vendredi. Mais en gros, 15 octobre, ça nous donne Il faudra le faire sur plusieurs jours parce qu'on aura des contraintes forcément du style de ce que tu viens de dire avec les salles, par exemple. Alors, attends, j'ai des nouveaux messages. N'hésitez pas à prendre la parole et à les poser des questions directement si vous voulez, hein. Ouais, Question de Émilie, qui effectivement est active aussi sur Discord, qu'on commence à bien connaître. Question concernant les 150 000 euros de récoltés lors de la campagne. Entrez-vous dans le monde? Je souhaiterais savoir si l'argent récolté a bien été investi dans le capital du journal, le Monde comme prévu, pour garantir son indépendance, et si oui, auprès de qui les actions ont-elles été achetées? Si ce n'est pas le cas, à quoi sert l'argent? À aider des médias en difficulté comme le Ravi, pour lequel vous avez incité à faire un don. Voilà. Comme moi, je n'étais pas au tout début, donc je vais laisser Julia, peut-être Hassen, répondre. Je ne sais pas. Alors, oui, alors il y a deux questions. Il y a à quoi sert l'argent et la question sur le monde. Sur le monde, il n'y a pas eu d'acquisition d'actions pour une raison assez simple et bien malgré nous. C'est qu'il n'y a pas eu d'actions qui ont été mises en vente. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de l'association de pouvoir rentrer au capital. Il n'y a pas eu d'ouverture du capital. Donc, ça, c'est quand même une limite. Et c'est là où ça nous a apparu en fait important dès le départ. Une fois qu'on a eu cette première expérience, on apprend en marchant, hein, pour être tout à fait honnête, de développer aussi la mission de plaidoyer, parce que la mission de défense de l'indépendance par l'entrée au capital est limitée d'une certaine manière par le fait que tous les actionnaires ne sont pas désireux d'ouvrir le capital. Et ça a été aussi une vraie leçon de Sciences et Vie. Une des choses qui étaient demandées prioritairement par les journalistes de Sciences et Vie, en fait, ce n'était pas de quitter le journal et de créer Epsilon, c'était que Reworld Media, qui a priori n'avait pas envie d'investir dans ce journal, le vende. Et là, on aurait été ravis d'ailleurs d'aider à trouver des gens prêts à rentrer au capital et à rentrer nous-mêmes au capital de Sciences et Vie. Reworld a refusé de vendre. Et donc, ça nous paraît aussi important, avec ce qu'on défend dans la mission plaidoyer, de poser des jalons en termes d'indépendance, indépendamment d'une structure du capital donnée. Ensuite, on n'a pas comme mission de boucher des trous capitalistiquement, tout simplement parce qu'on n'en a pas les ressources, c'est-à-dire l'argent qui a été donné à l'association, c'est essentiellement un argent que pour l'instant on n'a pas dépensé, sauf pour organiser un certain nombre d'événements. Alors là, ça ne coûte pas très cher ce qu'on fait, mais par exemple, quand on fait une réunion Zoom avec 100 personnes, il faut payer un petit bout d'abonnement Zoom.
ça coûte un peu d'argent. Encore une fois, personne n'est rémunéré, on n'est pas du tout payé. On a dû se payer un café collectif, je pense, depuis 2 ans sur l'association. Donc, on n'a pas. Ça a été une discussion, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on a levé de l'argent maintenant et quand il y a un média comme le Ravi qui vient en aide, est-ce qu'on vient mettre de l'argent? Nous, on a plutôt dit que cette réserve-là, on l'a gardée s'il y avait d'autres opportunités de rentrer au capital d'un média en difficulté, notamment en termes d'indépendance. C'est-à-dire plutôt, à la demande de journalistes, venir accompagner un investissement en capital pour devenir actionnaire et garant de l'indépendance, plutôt que de distribuer des petites subventions, parce que pour ça, on n'a pas. En fait, le problème de ça, c'est qu'on n'a pas la stature financière et qu'on n'a pas non plus, contrairement au Fonds pour une presse libre, puisque c'était une des questions initiales, on n'a pas Mediapart qui nous alimente de ses ressources. Donc nous, l'idée, c'est plutôt d'être une action qui fonctionne en appui des médias. Donc les ressources qu'on a aujourd'hui, de les utiliser le plus parcimonieusement possible. S'il y avait pu avoir entrée au capital, dans le cas par exemple de Sciences et Vie, on l'aurait fait. Si jamais ça pouvait se représenter, ça devait se représenter dans le cas du Monde, bien sûr qu'on sera là pour le faire. On a décidé au-delà de cette jambe capitalistique d'avoir une jambe plaidoyer pour la raison que je viens d'évoquer, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte, alors c'était peut-être naïf au départ, hein, d'avoir l'idée que la volonté suffisait finalement à déclencher des ouvertures de capital, mais on s'est vraiment rendu compte que quand même une grosse partie de la problématique, c'est qu'il y avait des actionnaires qui n'étaient pas fondamentalement désireux d'ouvrir le capital et qui n'étaient pas à la recherche de capitaux, que ce n'était pas la problématique financière qui était importante pour eux, mais plutôt la problématique politique. Donc, on a décidé d'avoir une mission de plaidoyer visant à poser des jalons garantissant davantage de pouvoir politique, justement, mais pour les lecteurs et pour les journalistes par rapport au pouvoir politique des actionnaires. Peut-être plus généralement sur le budget, le budget qu'on a aujourd'hui, comment on dépense notre budget, Julia, enfin je peux en parler, mais le budget, on a mis celui de l'an dernier en ligne. Celui de cette année, il sera présenté en AG et sera aussi mis en ligne. Je veux dire, tous nos documents budgétaires, ils sont mis en ligne. Là, il est entre les mains du CAC, du commissaire aux comptes très exactement, parce qu'il sera validé pendant le prochain CA. Les dépenses principales, c'est quand on organise des événements. Donc, une de nos prochaines sources de dépenses, ça sera demain pour l'université d'automne. Il y a eu un peu de dépenses pour la mission de plaidoyer, etc. On ne consomme pas beaucoup, c'est volontaire. Et par contre, c'est possible qu'un jour, parce qu'il y a un média qui en aura besoin, on décide d'aller consommer 90% de nos fonds propres. Ça, c'est une possibilité. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Voilà. Pour le plaidoyer, donc juste pour expliquer comment on a fonctionné, on a présenté l'équipe du plaidoyer a construit un budget prévisionnel qui a été présenté au conseil d'administration, qui l'a validé. Et alors, je n'ai pas les chiffres parce qu'on n'a pas encore, et puis Sarah, j'ai vu que Sarah nous avait quitté de la réunion, donc il y a tous les comptes en tête, mais on est très en dessous de ce qu'on avait budgété initialement. Donc, on est plutôt, comme vient de le dire Julia, on essaye de faire attention à nos dépenses. Il se trouve aussi en toute transparence qu'il y a parmi l'association des gens aussi qui ont une activité professionnelle qui peut servir à l'association. Parfois, elle est rémunérée, parfois pas. Par exemple, Jérémy a une agence qui fait de la captation vidéo, etc. et qui a gracieusement pu faire une partie de la captation. Moi, il se trouve que j'ai une agence qui travaille sur le marketing, la communication, et il y a une petite prestation que je fais à tarif préférentiel pour l'association pour faire de l'astreinte sur les outils numériques, pour administrer le site web, etc. Toutes les choses qui, il faut que ça puisse marcher, qu'il y ait un professionnel qui puisse être là au cas où ça déconne. Mais sinon, il y a une grosse partie de mon activité en toute transparence qui est aussi totalement bénévole, et ça depuis 3 ans. Voilà. Alors, il y a Jean-Claude Gauthier qui lève la main. Donc, oui. Si vous voulez mettre votre vidéo même. Voilà, oui, vidéo, ce sera encore plus agréable. Ah, alors, je ne sais pas si ça... Oui, attendez, voilà, oui, OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien. Oui, alors j'ai été heureux d'apprendre qu'effectivement vous aviez aidé le Ravi, parce que je suis à Marseille, donc je l'ignorais, et c'est vrai qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. J'espère qu'ils vont pouvoir tenir le coup, parce que ça serait une disparition très, très inquiétante dans ce domaine. Bon, mais vous savez qu'ils ont eu beaucoup d'adversaires. Mais surtout, je voulais vous donner une petite information, parce que hier soir avait lieu au Friches à Marseille une assemblée générale de Mars Actu, qui, pour la première fois, a été une assemblée générale ouverte.
c'est-à-dire qu'elle était ouverte non seulement aux actionnaires, mais aussi à toutes les personnes intéressées. Et je crois que c'est la première fois que, en tout cas dans la région ou à Marseille, ce genre d'assemblée générale se fait. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein. Enfin, c'était évidemment au friche, c'était pas en vidéo. Il n'y avait pas grand monde, mais c'était extrêmement intéressant, puisque à la fois, bon, le spécialiste du marketing est intervenu, les journalistes, Julien Vincent, que vous connaissez peut-être, et naturellement, l'indépendance a été largement évoquée. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que c'est aussi voilà, un média qui se positionne d'une manière très très forte sur Marseille et qui refuse naturellement toute publicité. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée pour créer une table ronde pour un événement à Marseille avec leur avis, avec Mars Actu. Il y a moyen de faire quelque chose, je pense, et peut-être aussi avec, comme on avait fait avec Ouest France, pardon, avec, dis-moi Loïc, le média. Ouais, Sud-Ouest. Avec Sud-Ouest, pardon, à Bordeaux, oui, voilà, on pourrait faire aussi avec la Provence. Voilà, oui. Quand le problème du responsable sera réglé, parce que vous connaissez, vous savez aussi la situation de la Provence en ce moment. Bien sûr. Voilà, avec cette lutte qui dure depuis un peu trop longtemps. Et de la position de Xavier Niel qui vraiment commence à être insupportable. Voilà, merci. Il se trouve qu'on approche de la fin. On avait prévu 19h30. On va prendre une dernière question. Je n'en ai pas dans le chat et je vois personne qui lève la main. Donc, sauf si quelqu'un veut prendre la parole là tout de suite. Alors, il y a Jean-Claude qui lève encore la main, mais je ne sais pas si c'est un reliquat de sa... Non, je crois que c'est un reste de main. Voilà, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres courageux, je pense qu'on va... Je vous quitte parce qu'on me téléphone. D'accord. S'il n'y a pas d'autres courageux, on va... Ah, si, attends, il y a une remarque de Jacques Trenso. Je vois que Jacques dans mon chat là. Partant pour des événements avec vous dans les villes de Médiacité, bien sûr. Et donc, Médiacité, pour ceux qui ne connaissent pas, est présent à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Bon, ben voilà. Jacques a déjà participé à Bordeaux et nous a déjà fait un podcast. Enfin, déjà quelqu'un, un habitué d'un bout des médias déjà. Voilà, merci. Ouais. Oui, vas-y. Avant de vous quitter, je ne vais pas refaire un appel au don pour le Ravi avant de vous quitter, mais je sais pas si tout le monde ici est adhérent. Si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à adhérer à l'association, hein. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on est une association citoyenne. Vous pouvez faire un don de 5 € pour devenir adhérent. Ce qui est important, c'est de vous compter parmi les adhérents, parce qu'en étant adhérent, vous pouvez aussi voter. Vous pouvez aussi participer au conseil d'administration si vous voulez candidater et du coup être élu, comme l'a fait Jérémy, comme l'a fait Romary. Je ne sais pas qui est là parmi le conseil, donc j'espère que j'en oublie pas trop. Et c'est ça aussi vraiment la vie de l'association. L'autre chose, c'est qu'on n'est pas encore forcément toujours très connu. Donc l'idée, c'est de partager notre site, diffuser-le. On aura vraiment besoin de vous pour la mission plaidoyer. Si je peux juste finir là-dessus, c'est le plaidoyer. Est-ce qu'il y a des députés convaincus? En fait, les députés seront convaincus si d'une certaine manière les citoyens les convaincre du fait que c'est une question dont ils se préoccupent. En général, les politiques, quand on leur en parle, ils ne se disent pas que l'indépendance des médias, c'est le premier sujet de préoccupation des citoyens, puisqu'en général, ce qu'on utilise plutôt comme chiffre, c'est le fait que les gens ne font pas confiance aux médias. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que vous alliez parler aux candidats, que vous alliez parler aux élus, qu'on arrive à faire monter collectivement ces sujets-là. Et voilà, c'était super de vous voir aujourd'hui. On va refaire d'autres réunions. On choisira, en fait, soit on fera des réunions assez larges pour des nouveaux venus, soit on pourra faire des réunions aussi plus thématiques. Et puis moi, j'en profite du coup pour remercier toujours la Dream Team, pour remercier Hassen, pour remercier Romary, pour remercier Loïc, pour remercier Laure qui est là mais que vous n'avez pas vu, pour remercier Daphné, pour remercier Jérémy. Et puis des gens comme Jacques, par exemple, c'est-à-dire c'est vrai qu'avec Médiacité, on a fait des choses ensemble et de voir qu'à chaque fois, tu participes aussi à nos événements, on se dit que ça veut dire aussi qu'on a une utilité dans l'écosystème pour l'indépendance des médias. Donc voilà. Donc merci à tous et puis à très bientôt, du coup, j'espère.